Bonjour Vanessa. Votre invité. Rebonjour. Je suis désolée, j'ai un peu honte de faire cette blague-là. Vous connaissez ce dessin animé ou pas? Non. Renard Chenapan, c'était un dessin animé de mon enfance. Je suis un peu vieille, donc je pense que personne n'aura cette référence. Mais 1000 fois. Ouais. Et ça fait depuis 2012, à chaque fois qu'on parlait de vous, je mettais cette chanson-là. Ah bon? Oui, donc j'étais obligée de boucler la boucle et de... Mais ça va, c'est pas... Bon, vous pouvez enlever la musique, on passe à autre chose, sinon que je ne sois pas trop gênée. Alors pour commencer, petit coup d'œil à votre CV pour que les gens qui ont fait dodo pendant des années comprennent qui vous êtes. Donc vous êtes le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, mais vous n'avez pas fait que ça. Vous avez été consultant Beansport, c'est un peu... Voilà, il faut le préciser. Nous, on est très contents de vous avoir. Vous êtes un visage très connu aussi du foot africain avec 2 CAN remportés, 2012 avec la Zambie et 2015 avec la Côte d'Ivoire. Et on va en reparler évidemment tout à l'heure. Avant cela, l'actu. Il y a eu cette victoire hier de l'OL en finale de la Coupe de France. Vous étiez au match. Vous étiez content de cette rencontre, de la prestation de vos joueuses? Moi, j'attaque direct dans le dur. Non, c'est toujours intéressant. J'ai calculé, il y avait 12-13 joueuses susceptibles d'être à cette Coupe du Monde. Donc, pour moi, c'est un match exceptionnel. En plus, une finale de Coupe de France. Qui plus est, une semaine avant une finale de championnat de France, entre les deux mêmes équipes. Donc, voilà, c'est que du bonheur pour le football féminin. Et on vous verra donc au Parc des Princes pour cette finale? Bien sûr. 21 mai, donc, et ce sera au Parc des Princes, donc l'honneur du parc pour les 2 sections féminines. La Coupe du Monde qui aura lieu du 20 juillet au 20 août prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. À la base, donc, la liste devait être dévoilée le 31 mai prochain. On a eu la chance d'avoir cette info exclue hier avec nous dans l'avant-match. Vous êtes passé à notre micro. Donc finalement, ce sera le 6 juin avec une liste élargie. Et donc, du coup, j'ai un peu de temps. Donc, je vais prendre un petit peu de temps. Allons-y. Je m'assois confortablement. Oui. Alors, lors de votre dernière liste, vous avez fait des choix forts. Vous avez rappelé des joueuses cadres qui avaient disparu pour leur rapport avec l'ancienne sélectionneuse, Corinne Diacre. Il s'agissait déjà, pour commencer, pour vous, de faire votre propre avis par rapport à ces joueuses-là? Oui, mais j'ai beaucoup regardé de matchs. J'ai beaucoup regardé de séquences. J'ai regardé les joueuses individuellement, à travers des vidéos, à travers, vous savez qu'aujourd'hui on a des moyens technologiques qui font qu'on peut se focaliser sur une joueuse pendant X temps, autant qu'on veut. Donc j'ai scruté tout ça et puis j'ai fait une liste qui me paraissait la plus équilibrée possible et la plus juste. Sportivement du coup? Bien sûr. Après, vous avez, parce que j'en profite aussi, c'est qu'il n'y a pas encore énormément d'images aussi pour le foot féminin, ou du moins pas toujours de bonne qualité, on est d'accord? Oui, j'ai entendu votre reportage juste avant avec Ada. Avec Ada, oui. Je pense que le message est très clair. Je vais vous donner mon avis, il est un petit peu... il va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais avant de rechercher des moyens supérieurs, avant d'avoir des sponsors plus importants, il faut d'abord construire. Je ne pense pas que le problème, il faille le prendre à l'inverse. Avoir une base solide, oui. Si on ne fait pas grand-chose pour les attirer, ça va être difficile de les faire venir. Donc il faut qu'il y ait une meilleure réalisation, il faut qu'il y ait des stades meilleurs, ça part des clubs, ça part des présidents de clubs. Donc je vais leur mettre un peu la pression. On ne peut plus avoir une D1 féminine qui soit filmée dans des stades de 3e ou 4e niveau pour le football masculin. C'est pas possible. On ne peut pas avoir un football de qualité. Quand on voit une finale entre l'Angleterre et le Brésil, le champion d'Europe en titre, le champion d'Amérique du Sud en titre, avec 83 000 spectateurs à Wembley, tout est dit. Voilà, c'est le football d'aujourd'hui. Quel que soit le football, et Ada a entièrement raison, et il faut que des joueuses de cette envergure le disent. D'abord, elle a fait le constat, ça fait 8-9 ans qu'elle est en France, et le football français n'a pas assez évolué. On va être gentil dans nos commentaires. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience, mais la prise de conscience, il faut qu'elle soit totale. Et comment vous expliquez justement, après je ne sais pas si vous passez parfois sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même assez difficile les commentaires qu'on peut lire, donc quoi c'est pas assez rapide, le football féminin, que ça n'intéresse personne, et c'est vrai que malgré les belles affiches,
OL Paris Saint-Germain, où on l'a vu hier en finale. Voilà, ce genre d'affiche attire du monde. On avait du monde aussi pour le Mondial 2019 en France. Mais on n'a pas cette culture par rapport au foot féminin, c'est-à-dire que les supporters ne se déplacent pas. Ils sont nombreux devant la télévision, mais ne se déplacent pas, alors qu'on voit des chiffres absolument incroyables en Angleterre, avec Wembley rempli, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Mais en France, ça reste compliqué. Oui, ça reste compliqué, mais il ne faut pas se fier qu'aux réseaux sociaux. Il faut amener un produit qui soit de meilleure qualité. Il y a des joueuses de qualité, il y a un football national de qualité, il y a des résultats qui sont de qualité avec cette équipe de France féminine. Oui, aujourd'hui, à ce jour, elle n'a rien gagné, mais elle a été performante. Elle a été quart de finaliste d'un mondial, demi-finaliste d'un championnat d'Europe, demi-finaliste il y a plus d'une dizaine d'années pour un championnat du monde également. Donc, il faut aller de l'avant. Il y a toujours des commentaires négatifs, mais il ne faut pas en tenir compte. Il faut croire. Vous prenez Monsieur Aulas a cru en l'OL féminin en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Vous imaginez ? Il y a cru, il a été derrière. Il peut y avoir un week-end avec un match masculin, un match féminin. Il est sur les deux matchs, il représente parce que c'est son club, parce qu'il défend son institution. Aujourd'hui, il faut qu'on ait confiance en ses filles et puis qu'on leur montre qu'on a envie de développer ce football. Et puis, s'il y a des personnes qui n'accrochent pas encore, à un moment donné, elles vont accrocher parce que c'est comme ça. Vous avez dans différents sports, moi j'ai regardé la finale des championnats des Jeux Olympiques pour les handballeuses, pour les basketteuses, voilà. Il faut aller loin dans les compétitions, mais ça attire du monde, forcément. Donc s'il y a un élan général, je suis sûr que ça sera positif. Et donc voilà, attirer du public grâce à la performance aussi, mais vous l'avez dit aussi, il faut une base solide. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film de Marinette Pichon, éponyme du coup, Marinette, où dedans elle explique à la fin qu'elle est partie de l'équipe de France parce que justement les joueuses n'avaient pas les moyens de pouvoir être performantes sur le terrain parce qu'elles n'avaient pas de ligue professionnelle. C'était il y a quasi 20 ans. Et en fait, la ligue professionnelle va être actée pour la saison prochaine, 20 ans après. Pour vous, c'est ça qui est nécessaire, c'est ce statut ? C'est indispensable. Alors ça, c'est le passé. Ça a pris du temps. Quelles qu'en soient les raisons, quels qu'en soient les, entre guillemets, les responsables, aujourd'hui, on est au présent. Il y a une volonté. On a la chance aujourd'hui, et peut-être que certaines personnes vont dire c'est pas. Il y a le président de la fédération, Monsieur Diallo, bien sûr, mais on a Jean-Michel Aulas qui va consacrer du temps à ce football féminin national. Oui. Pas seulement plus trop à son club, mais national. Donc allons tous derrière son élan. Il a montré qu'il en était capable, il a montré qu'il avait cette énergie, cette envie. Et ben derrière son sillage, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui viennent. Lui, il y croit, donc c'est quand même quelqu'un de fiable et de crédible. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus à y croire. Et des figures fortes, une incarnation, comme Jean-Michel Aulas et comme vous aussi à la tête de l'équipe de France. C'est vrai qu'il y a une hype quand même. Ça a créé un élan parce que tout le monde vous connaît. En tout cas, pour les passionnés de football, ils connaissent votre nom. Et le fait que vous alliez vers l'équipe de France féminine, ça a créé une curiosité. Oui, ben, faut qu'elle se maintienne alors. Parce qu'il ne faut pas que ça soit simplement une curiosité de passage. Il faut que ça soit un élan positif et qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin. Voilà, il faut toujours avoir des objectifs qui soient plus élevés. Donc on a une compétition à venir, il y a une Ligue des Nations avant les Jeux Olympiques, il y a un championnat d'Europe après, il y a des objectifs qui sont de haut niveau. Il y a des joueuses de qualité, je le répète, on s'entraîne dans un centre à Clairefontaine qui est le summum de ce qui peut se faire dans le football mondial. Il manque des choses, bien sûr. Il manque peut-être plus de sponsors, il manque peut-être plus de droits télé, c'est certes, mais il faut qu'on aille chercher ça tous ensemble. Parler de Clairefontaine, j'en profite du coup. J'imagine que pour vous, il y a une petite émotion aussi quand même de vous retrouver sur le banc d'une équipe de France et d'accéder à ce Graal un petit peu, ce lieu un petit peu mythique pour tous les footballeurs, mais aussi pour tous les coachs. Oui, c'est quelque chose que je nie pas. Je ressens une émotion particulière de porter le logo de l'équipe de France, le coq.
c'est quelque chose d'écouter la Marseillaise. Je l'ai souvent écoutée, mais de loin, en étant concerné en tant que Français, mais pas impliqué dans le match, dans la rencontre, dans les performances. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de vivre ça avec, qui plus est, un groupe qui fait partie des meilleures équipes mondiales. Donc pour moi, c'est que du bonheur. Et après, ceux qui peuvent dire oui, mais c'est le football féminin, n'ont-ils pas regardé un jour le tennis féminin avec des joueuses emblématiques et d'autres sports, les Jeux olympiques dans l'athlétisme? Donc voilà, donc faut qu'ils viennent au football et je suis sûr qu'il y a de plus en plus de personnes qui viendront. Et il y a des records de toute façon à la télé qui en attestent. Vous m'avez détourné de ma première question. Cette fois, je ne vais pas lâcher. Le 6 juin prochain, la liste. Petite revue d'effectifs, on peut faire ça ou pas? Allez, on y va. Hier, Marie-Antoinette Katoto est passée à notre micro à la mi-temps. Elle a repris la course, elle touche le ballon. Elle a dit, mais de façon un peu timide, je tiens à le préciser, c'est quelqu'un de très timide et qui a beaucoup de mal à s'exprimer dans les médias et qui donc a fait la démarche hier de venir à notre micro, est disponible. C'est une liste élargie. Est-ce qu'on pourrait espérer avoir Marie-Antoinette Katoto dans cette liste, sachant qu'elle s'est blessée l'année dernière pendant l'Euro et c'est une blessure qui l'a privée de toute sa saison? Tout est possible. Elle est à 9 mois, je crois, après son opération. On a beaucoup discuté ces derniers temps ensemble. Je ferai tout mon possible pour qu'elle soit prête pour démarrer le stage de pré-mondial. Après, on ne fera pas n'importe quoi. Elle peut être utile peut-être sur 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes au fil de la compétition. Peut-être qu'elle ne le saura pas. Personne aujourd'hui n'a la réponse. L'important aujourd'hui, c'est qu'elle en ait la volonté, sans prendre de risques non mesurés. Sachant qu'elle n'a pas joué effectivement de toute la saison, donc il y a toute la réathlétisation. Et puis on verra bien, on ne va pas se mettre des barrières alors que ça concerne notre football national. Donc voilà, si elle est capable de faire partie d'un groupe, elle en fera partie. Si elle n'est pas capable, elle aura tout fait en tout cas pour essayer de l'être. Kady Diani, c'est un peu la même chose, mais avec quand même une blessure moindre et un temps de récupération. Là, c'est fin de saison avec le Paris Saint-Germain, mais elle va revenir, elle semble revenir. Donc, blessure au coude. Si j'ai les bonnes informations, elle va reprendre la course cette semaine. Voilà, ça c'est juste 6 semaines d'interruption dans une saison. Moi, je vois toujours les choses positivement. Ça lui fait un peu de repos. Elle va se reprendre l'entraînement tranquillement. Pendant que les autres seront en vacances, il faudra continuer à travailler. Parce que entre le 27 mai, la fin du championnat, comme on n'a pas d'équipe française impliquée pour la finale de la Champions League le 3 juin, le début du stage le 20 juin, celles qui sont un peu en retard, elles vont pouvoir travailler. Elles vont pouvoir compenser le fait que les autres vont se reposer un peu. Et puis, on espère qu'on va repartir toutes et tous ensemble pour bien se préparer et aller faire quelque chose de grand en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, ce que je comprends, c'est que vous vous interdisez rien du tout. En tout cas, c'est l'objectif de cette liste élargie. Grill Gembox, c'est pareil. On pourrait aussi la voir pareil. On ne va pas toutes les citer, mais il y a plein de cas. Il y a Amandine Henry aussi. Oui. Moi, je ne vais pas me mettre des barrières. Hein. Je ne vais pas me refuser à prendre des joueuses de grande qualité. Après, il y a des choses médicalement qu'on peut faire. Il y a des risques qu'on peut prendre. Il y a des risques qu'on ne peut pas prendre. Il faut penser à l'intégrité de la joueuse également, mais il faut penser aussi à l'intérêt de l'équipe de France. Et justement, votre staff, vous avez un staff élargi. Ouais. J'ai lu des déclarations, je crois que c'était le président Diallo qui disait ça, que c'était de même calibre qu'un grand club de foot masculin. C'est ce que j'ai lu. Donc ça veut dire qu'en gros, voilà, vous venez avec votre équipe, bien pensée et nécessaire, ce que vous jugez nécessaire, vous, pour mener les choses à bien. Oui, on se répartit déjà le territoire national pour aller superviser la D1 féminine. Ensuite, aujourd'hui, par exemple, il y avait un match du Real de Madrid qui concerne Naomi Feller et Sandy Toletti. Ouais. J'ai mon adjoint Laurent Bonadi qui est à Madrid. Voilà,
On travaille le plus professionnellement possible. Il y a Eric Blaïc, vous connaissez, qui a déjà été très, très bien. avec cette équipe de France féminine, David Ducci. Ensuite, Thomas Pavillon pour la préparation athlétique. Je ne vais pas oublier Sabrina Viguier, qui est une femme dans notre staff, qui a une expérience internationale, qui connaît bien le football féminin puisqu'elle est responsable de toutes les équipes nationales féminines. Et puis Gilles Fouache qui s'occupe des gardiens, il était déjà là précédemment. Donc voilà, il y a plein de qualités. Les joueuses sont de qualité, le staff est de qualité, les installations sont de qualité, la préparation doit être de qualité. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Si vous l'avez dit. Il n'y a plus qu'à. Bon, le seul truc qu'on se posait, et c'est vrai que c'était au-delà des histoires de relations, de management avec Corinne Diacre, pour ceux qui suivent le foot féminin, c'était l'absence de projet de jeu, en fait, qui était assez marquant. Et je pense que ça a peut-être été le déclic au niveau des joueuses aussi, en voyant le mondial arriver. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée en tête particulière sur la façon de les faire jouer ? Oui, bien sûr, oui. Je pense qu'on a démontré contre le Canada et la Colombie qu'il y avait une idée de jeu. Maintenant, l'idée de jeu, c'est bien en football. Mais l'important, c'est d'avoir des joueuses de qualité pour le réaliser. Parce que vous pouvez avoir toutes les idées de jeu que vous voulez. Vous pouvez essayer de copier Manchester City et Guardiola si vous voulez. Total. Mais si vous avez Est-ce qu'on verra le football total en équipe de France ? Si vous n'avez pas la qualité technique pour le faire et l'intensité dans le pressing à la perte du ballon, vous ne faites rien du tout. Et puis, au plus haut niveau, ce qui fait la différence, c'est l'efficacité. Donc, il faut des joueuses qui soient capables d'être efficaces. Et les joueuses dont vous avez cité, qui sont absentes en ce moment, ou Eugénie Losommer qui revient, elles sont capables d'être efficaces dans ces zones de vérité. Et c'est là où on fait les différences. Donc on rappelle, pour vos 2 premiers matchs, la victoire 5-2 face à la Colombie, alors qu'elles avaient été menées 2-1, donc capacité à revenir. Non, elles n'avaient pas été menées 2-0. 2-1, en revanche, la victoire face au Canada, les championnes olympiques en 2021. Vous avez votre 11, on va juste revoir les 2 compos. Est-ce que vous avez déjà une idée de votre 11 ? Oui, bien sûr, ouais. Mais quand on est entraîneur et quand on est sélectionneur, tous les jours, on fait son 11 de départ. Oui. Et puis après, il évolue avec les matchs de championnat du week-end, avec les petits bobos, avec les choses auxquelles on pense. Mais après, il faut les mettre en pratique à l'entraînement. Et puis, on n'a pas tout le temps les joueuses parce qu'elles sont dans leur club respectif. Vous avez un plan A, plan B, plan C. Je sais que Didier Deschamps fonctionne comme ça, par exemple. Oui, bien sûr, toujours. On essaye d'abord de doubler chaque poste. Et puis après, dans un groupe de 23, on peut se permettre d'avoir 1 ou 2 joueuses qui soient... Moi, j'aime bien avoir des joueuses ou des joueurs qui sont polyvalents ou polyvalentes, qui peuvent évoluer à différents postes. Comme ça permet d'avoir une liste qui soit bien homogène et puis on peut ajuster plein de choses. En tout cas, à regarder comme ça, et avec celle dont vous avez parlé pour l'efficacité, devant, c'est plutôt costaud. Derrière, avec Elisa de Almeida, qui fait une saison absolument dingue, associée à Wendy Renard, et pourquoi pas à Yagridge aussi, qui pourrait revenir. Les côtés, voilà, vous êtes pas mal, normalement. Reste le poste de gardienne. Est-ce qu'on pourrait revoir ? C'est une question de Louisa Nessib qui est amoureux. Ouais. Sarah Boidi. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Il y a un match important cette semaine. Oui. Un match capital. C'est vrai qu'on n'a pas pu la voir du coup en finale de la Coupe de France parce que c'est pas elle qui disputait les matchs de Coupe de France. Voilà. Alors aujourd'hui, Constance Picot et Sarah Boadi se partagent un peu le temps de jeu au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas qui jouera la semaine prochaine, mais si c'est Sarah, on aura l'occasion de la voir et pourquoi pas. Elle a une expérience de haut niveau pendant de longues années. Maintenant, ça fait quelques années qu'elle n'est pas revenue en sélection. Elles ne reviendront pas toutes, c'est clair. Certaines sont revenues, toutes ne reviendront pas parce que ce n'est pas possible. Ça dépend aussi des postes.
Donc, on Avec verra. la concurrence. On verra. Moi, j'attends la fin du championnat déjà, la fin de tous les championnats. Et puis, on fera la liste la plus homogène possible et la plus compétitive possible. Ok, donc on sent Sarah est sûre, hein, voilà. Donc ça dépend de la fin de la saison. C'est une réponse très claire. Reste maintenant que tout ce petit monde s'entende bien, c'est peut-être ce qui a précipité aussi la chute, si je puis dire, entre guillemets, de votre prédécesseur, Corinne Diacre. Gérer les égos, gérer les clans, comme dans n'importe quelle équipe, tout le monde ne peut pas s'entendre. Est-ce qu'il y a une gestion en termes de management? Est-ce que vous êtes posé cette question? Est-ce qu'il y a une gestion différente par rapport à d'autres équipes que vous avez pu vous avoir? Et est-ce que, justement, vous êtes posé cette question? Est-ce que vous avez enquêté aussi? Bien sûr, hein. Bien sûr, j'ai pris beaucoup d'infos. Pas seulement autour des gens qui étaient déjà à l'intérieur, des gens qui connaissent, des petites infos à droite et à gauche, on regroupe. Puis après, il faut se faire son idée de par soi-même. Mais la gestion du groupe, la gestion des femmes, ça va être le plus important. C'est une sensibilité différente pour vous, justement, dans l'approche? Oui. Les femmes sont plus demandeuses d'explications, ont parfois un peu plus de susceptibilité, il faut un peu plus être explicite, dialoguer peut-être beaucoup plus, expliquer. De toute façon, moi, je ne suis pas là pour être en désaccord avec quiconque. On a un projet commun. Après, il y a un cadre, il y a des choses à respecter. C'est pas parce que je fais pas jouer une joueuse que je l'aime pas en tant que femme. C'est deux choses différentes, mais pour être performante, il faut qu'elles soient bien dans leur tête, il faut qu'elles vivent bien ensemble, il faut qu'on ait un esprit de groupe qui soit exceptionnel, parce que sans ça, on peut pas gagner une grande compétition. Finalement, c'est un peu le même discours, et je vous le dis, c'est même carrément le même discours que Didier Deschamps. Et qui se préoccupe d'abord de l'homogénéité de son groupe, c'est son cheval de bataille, le premier, et qui après regarde autour en fonction des performances de chacun. C'est la clé d'un sélectionneur. Je pense que Didier Deschamps est certainement le meilleur sélectionneur du monde. Donc, s'il le dit, je suis content. J'écoute pas toujours ses interviews, mais... Vous avez l'occasion d'échanger ou pas? Oui, ça nous est arrivé. Mais depuis que vous êtes sélectionneur? Oui, on a échangé et pour moi, c'est un exemple. De toute façon, quel que soit le sport collectif qu'on choisisse, sans un état d'esprit exceptionnel, sans un esprit de groupe au-delà de la moyenne, on ne peut pas réaliser quelque chose de grand. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que venir prendre, parce qu'on va parler de votre histoire, prendre une équipe de France, est-ce que c'est un peu une réconciliation avec votre histoire personnelle en tant que coach? Non. On dit souvent nul n'est prophète en son pays. Oui, c'est... Pourquoi? Parce que j'ai fait 2 passages dans le championnat de France, mais il me semble avoir déjà répondu quelques fois à cette question dernièrement. J'ai dit, mais les gens ont oublié que j'avais fait 1 année en National 3, 2 années en National 2, 2 années en National dans le football français. Je suis parti j'avais 29 ans, j'ai commencé ma carrière d'entraîneur, je suis passé par tous les échelons excepté la Ligue 2. Aujourd'hui, je suis dans le football féminin. Moi, je n'écoute pas les commentaires des autres et ce que peuvent penser les autres. C'est pas forcément négatif. Hein. Non, mais c'était des expériences qui étaient différentes. L'expérience à Sochaux a été magnifique. Elle s'est mal conclue sur ce dernier match. Après, à Lille, c'était un peu plus court et pour diverses raisons. On va revenir sur tout ça, donc, justement. Parce que c'est vrai que vous êtes un visage qui est connu du monde du football. Et quand on regarde votre CV, votre deuxième vie, qui est celle de coach, a été beaucoup plus prolifique que celle de joueur. Vous avez joué un match de D1, mais vous avez joué dans la même équipe que Zizou, à Cannes. Oui, on a joué ensemble quelques matchs. Ouais, mais quand même. Moi aussi, j'ai joué un match avec Zizou. Ah oui. Vous ne le mettez pas en avant, moi, je le mets souvent en avant. Comment vous avez commencé le foot? Alors, j'ai commencé le foot à presque 8 ans à Aix-les-Bains.
dans ma ville natale, où vit toujours ma maman. Et je suis resté jusqu'à l'âge de presque 15 ans, où je suis parti au centre de formation de l'AS Cannes. Je suis resté 7 saisons à l'AS Cannes. J'ai signé un contrat professionnel. J'ai fait un match de Ligue 1 et un match de Coupe de France. Mais j'étais dans un effectif avec de très très bons joueurs, donc je n'avais pas le niveau nécessaire pour rester dans ce groupe de Ligue 1. Après, j'ai joué à un niveau national juste à côté de Cannes, à Valoris, pendant 7 saisons aussi. J'ai fait une saison à Draguignan où j'ai commencé ma carrière d'entraîneur. De coach, ouais. Et puis après, avec une rencontre, je suis parti à l'étranger en 2002. Ça fait bientôt 20 ans que je parcours l'étranger. Je suis revenu 2 fois, comme vous l'avez dit, à Sochaux et à Lille. Claude Leroy, vainqueur de la CAN en 1998, c'est lui qui vous appelle... 86. 86, pardon. 98, il faisait la Coupe du Monde avec le Cameroun. Oui, avec le Cameroun, justement. Si vous partez en Chine avec lui, il vous appelle pour être son adjoint. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Et ce que je vois, c'est que je vous vois un peu, je ne sais pas si on peut dire ça, mais le digne héritier, parce que vous avez aussi hérité finalement de son titre de sorcier blanc. Et comme lui, vous êtes un globe-trotteur. Combien de pays vous avez connus ? Je ne l'ai pas choisi. Je crois que j'en suis à ma 7e équipe nationale. J'ai connu plein de pays, notamment en Afrique. Après, j'ai fait la Chine, j'ai fait le Vietnam, j'ai fait l'Angleterre. Et puis, mon parcours... Mais je n'ai pas choisi. J'ai été entraîneur à Draguignan, en National 2. Et puis, vous avez fait monter d'ailleurs. Oui, j'ai fait une rencontre. Et puis, il m'a choisi comme adjoint. Et de là, mon parcours a été dicté par un long passage en Afrique. Ça peut se comprendre quand on connaît la carrière de Claude Leroy. C'est déjà une personne fantastique. Dans ma vie, j'ai toujours eu la chance, mais en premier lieu, de rencontrer des gens magnifiques, des gens loyaux, des gens bien. Et comme je le disais, et je vous l'ai dit dans l'interview hier, aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Jean-Michel Aulas, que j'avais côtoyé en 2014 parce que j'avais failli signer à l'Olympique lyonnais. J'avais gardé une image exceptionnelle de l'homme, donc c'est pour ça aussi que je suis revenu en France. C'est lui qui vous a persuadé Enfin, persuadé, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui vous a encouragé. Il n'a pas eu besoin, puisque le simple fait qu'il soit là m'a fait croire en ce projet. Donc c'est pour ça que je suis là. Comment vous choisissez justement vos projets? Comment vous avez fonctionné? Moi, je suis un affectif. Je fonctionne avec le cœur. Donc, je suis capable de partir d'un endroit, même si je suis... Payé 10 fois moins non, 20 comme en fois. Arabie Saoudite. 20 fois moins. 20 fois moins. Ouais. Ah oui. Donc, on l'aurait pas tous fait. Hein. Mais c'est pas la question, c'est un choix. C'est pas une question d'argent. Non, c'est... Le football, depuis que j'ai débuté à Aix-les-Bains, à l'âge de 8 ans, c'est ma passion. J'en rêve tous les jours. Comme vous êtes passionné de football, ça se sent. Merci, comme on est, beaucoup de personnes adorent le football. Et pour le vrai football, celui qui est le jeu, tout ce que cela comporte, les émotions qu'on ressent dans le football, c'est quelque chose de magnifique. Et moi, je vis pour ça. C'est ça le plus important. Et premier coup d'éclat, du coup, c'est avec la Zambie que vous qualifiez pour les quarts de finale de la CAN 2010. Une première en 14 ans, avant, lors d'un deuxième passage donc sur le banc zambien, de remporter donc, cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez, dans votre carrière, connu donc 2 expériences en Ligue 1. Vous commenciez à en parler avec Sochaux et Lille. L'histoire aurait pu, effectivement, être beaucoup plus heureuse avec Sochaux, relégué en Ligue 2. Ça s'est joué à un match. Oui, je suis arrivé au bout de la 10e journée à Sochaux, jusqu'en, on ne va pas se le cacher, jusqu'au mois de janvier. Je considère que l'équipe n'était pas un effectif de Ligue 1. On a recruté 5 joueurs au mois de janvier et là, on a décollé. On a fini, je crois, 6e de la phase retour. Et puis, il y a eu ce dernier match contre Evian et le destin a voulu que ça soit Evian, Tonon Gaillarde, Pascal Duprat qui se maintiennent. Ça fait partie des à-coups qu'on peut avoir dans une carrière et qui vous forgent.
et puis qui vous mettent un genou à terre, mais comme vous êtes un compétiteur, il n'y a personne qui vous appuie la tête et qui va vous enfoncer dans le sol. Donc je reviens une deuxième fois à Lille. Là, c'est plus court, c'est 13 matchs. Et puis, comme moi, j'y crois toujours, je suis encore là. Oui, parce qu'à chaque fois que vous avez connu un coup dur, finalement, vous avez rebondi. Parce qu'après Sochaux, vous remportez la CAN avec la Côte d'Ivoire. Et vous devenez, du coup, le premier entraîneur à remporter 2 éditions de la CAN avec 2 sélections différentes. Vous avez fini le jeu, je pense qu'on peut le dire à ce niveau-là, au niveau de la CAN. Vous ne pouvez rien faire de plus. D'ailleurs, c'est laquelle la plus belle victoire? C'est celle avec la Zambie ou celle avec la Côte d'Ivoire? Les deux sont magnifiques. La Zambie, c'est l'exemple type de ce dont on parlait tout à l'heure, un esprit groupe exceptionnel, quelque chose avec des joueurs de qualité moindre que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe entre guillemets de stars. Oui. Et il n'y avait que la victoire qui pouvait compter. Mais que du plaisir. Ça faisait 23 ans que la Côte d'Ivoire n'avait pas gagné la CAN. C'était quelque chose de magnifique. Et on ne peut pas comparer, mais il y a toujours mieux à faire. Il faut aller en chercher une 3e aussi. J'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que vous avez un pouvoir magique ou un truc comme ça? Parce que non, la preuve, si mon pouvoir magique était si important, je ne me serais pas fait virer de Lille et puis j'aurais maintenu Sochaux en Ligue 1. Oui, mais alors la question, c'est est-ce que vous pensez que vous n'avez pas plutôt un profil du coup de sélectionneur? Oui, aujourd'hui, d'entraîneur de club. Aujourd'hui, je pense que je suis plus performant dans mon rôle de sélectionneur et je le vis mieux, ouais. Est-ce que c'est lié à votre personnalité parce que il y a un relationnel qui est moindre donc du coup en sélection. Ça va être sur une période bien donnée où peut-être vous pouvez avoir plus d'impact pour les réveiller et autres. Et peut-être que sur une saison, c'est, je sais pas comment vous voyez les choses dans le management par rapport à ça. Mais je vous l'ai dit, j'ai fait des saisons avec des clubs où ça a été difficile. Vous savez, on occulte parfois qu'être entraîneur en National 2, en National 3 en France. On pense que c'est simple, mais c'est parfois plus difficile qu'un club de Ligue 1. Donc, des saisons, j'en ai faites pour avoir un discours sur toute l'année. C'est pas une question de ça, c'est une question de... Il faut être au bon endroit au bon moment. Il faut que tous les facteurs soient réunis. Et vous avez des grands coachs qui sont bien plus grands que moi et qui n'ont pas réussi dans certains endroits. Voilà. Est-ce que vous avez la réponse aujourd'hui pourquoi aucun coach ne réussit au Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est dû à leur qualité ou dû à autre chose? Peut-être que vous avez, vous, la réponse. Lorsqu'on va leur poser la question, mais pourquoi vous vous êtes fait remercier à Paris, ils vont répondre quoi? Ils vont répondre c'est parce que, voilà, c'est l'environnement, c'est où on se trouve au bon moment. Il faut qu'on y mette tous les ingrédients pour faire la meilleure performance possible. Et parfois, ça marche un petit peu moins bien que dans d'autres endroits. Alors, est-ce que, justement, la plus grande force d'un sélectionneur, c'est pas son adaptabilité et cette capacité à sentir, en fait, le pays et la sélection, la culture, là où il est? Oui, c'est ça. Oui, une des premières qualités d'un sélectionneur, c'est ça. Mais d'un entraîneur aussi, je dirais. On doit toujours s'adapter. Si on n'a pas une capacité d'adaptation importante, on ne peut pas être entraîneur. Ouais, en club, les joueurs, en tout cas, normalement, ça dépend. C'est vrai qu'en France, peut-être moins dans certains clubs, mais ils viennent d'un petit peu partout. Est-ce qu'il y a une personnalité d'une équipe? Est-ce qu'il y a ça qui se dégage un petit peu? Oui, il faut trouver cette personnalité. Que ce soit dans un club, il faut cette personnalité. Je pense qu'aujourd'hui, on va prendre quelques exemples concrets. Le RC Lens de Franck Hez, c'est quelque chose de magnifique. Oui. Et ça ne dure pas depuis cette saison, ça dure depuis 2-3 saisons. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Il y a un public, il y a une osmose entre le public et l'équipe. Moi, quand je vois jouer le Racing Club de Lens, c'est magnifique. Et pourtant, il n'y a pas que des stars, il y a de très bons joueurs, mais c'est exceptionnel. Félicitations à eux et surtout à leur coach, au club, à tout ce club qui est remonté de Ligue 2 il y a quelques années et qui aujourd'hui
montre une image exceptionnelle du football français. Est-ce que votre vision du rôle de l'entraîneur et l'approche tactique, elle a changé au fur et à mesure des années, et je pense notamment depuis le FC Draguignan en 99? Oui, bien sûr, ouais. À l'époque, je pensais qu'il suffisait de dicter la direction et qu'on était sûr d'être performant. Mais aujourd'hui, je suis moins persuadé de ça. Ouais. Oui. On dépend de beaucoup d'autres facteurs en tant que coach. La première chose à bien faire, c'est d'abord bien analyser l'endroit où on va aller quand on est un coach. Justement, faire les bons choix. Après Lille, vous rebondissez sur le banc de la sélection marocaine, où vous brisez 10 ans de malédiction. Encore, voilà, en atteignant les quarts de finale de la CAN 2017 au Gabon. Puis les 8e de finale du Mondial en Russie. Finalement, vous avez un peu posé les bases de ce qui s'est passé au Qatar pour le Maroc avec cette demi-finale. Je pense aux joueurs quand même, parce que les Amrabat et compagnie, vous les aviez déjà à cette époque-là. Beaucoup de joueurs ont démarré avec moi en sélection, mais ça n'enlève pas le mérite de Walid Regragui et de son groupe. J'étais à Doha, j'ai suivi tous leurs matchs après notre élimination avec l'Arabie Saoudite. Et ce groupe a dégagé quelque chose d'exceptionnel. Ils ont fait une Coupe du Monde qui restera à jamais dans la mémoire du football mondial et de tous les Marocains. Et moi, j'ai passé 3 ans et demi au Maroc, c'était fabuleux. C'est un peuple, vous le connaissez, c'est l'Afrique du Nord, c'est des peuples qui sont passionnés à un point. Là, on ne va pas se poser la question si on va remplir le stade ou pas. Hein. Il faudrait qu'il y ait des capacités de 3 fois le stade pour qu'on puisse se poser la question. Il y a même des places dans les arbres. Voilà. Donc, c'est cet engouement qui parfois se transforme en une passion qui parfois peut être dévastatrice parce que quand les résultats sont pas très bons... On l'a vu avec Vahid Halilhodžić d'ailleurs, qui peut carrément s'insinuer même dans la vie du groupe. Voilà, donc c'est tout feu, tout flamme. Il faut bien maîtriser. C'est un tourbillon. Mais quand on est dans le tourbillon, dans une spirale positive, c'est quelque chose de magnifique. Et au Maroc... on est parti d'assez loin. C'était un football qui avait du mal à se qualifier pour les Coupes du Monde depuis 20 ans, tout ça. Et puis aujourd'hui, il y a eu le début d'une nouvelle génération. Malheureusement, nous, on bute sur le Portugal et l'Espagne et l'Iran en Coupe du Monde, mais on méritait beaucoup mieux. Et puis aujourd'hui, la génération 2022, parce que cette génération 2022 marocaine, elle restera pour toujours. Donc félicitations à eux, c'était splendide. Après le Maroc et donc une élimination en 8e de finale de la CAN 2019, vous assumez la responsabilité de cette élimination et vous partez donc en Arabie Saoudite. Et comme le Maroc, vous allez signer, je pense, l'autre belle performance de ce mondial. Le premier coup de tonnerre, en tout cas, de la Coupe du Monde au Qatar. Je vous vois regarder les images et vous avez les yeux qui brillent en battant l'Argentine de Léo Messi 2-1. Une Argentine future championne du monde et qui restait sur 36 matchs sans défaite. Ça veut dire que finalement, vous êtes un peu champion du monde d'une certaine façon. Et vous avez battu le futur champion du monde. Je l'ai dit avec humour, on est champion du monde d'un match. Oui, c'est ça. Mais c'est peut-être ce qui a réveillé les Argentins, d'ailleurs. Peut-être. En tout cas... on va peut-être se taire pendant ce but-là, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel et tellement beau qu'il faut le regarder attentivement. Salem Aldosari, un joueur que personne ne connaît en Europe, mais c'est un joueur exceptionnel. Mais personne ne pouvait imaginer que vous seriez capable justement de rivaliser avec les plus grandes nations du monde et l'Argentine. Mais c'est là où il y a un manque d'information. Quand vous êtes capable, dans des éliminatoires de Coupe du Monde, dans un groupe avec 6 équipes, c'est-à-dire sur 10 matchs, de finir devant le Japon et l'Australie, comme on l'a fini, en marquant 23 points sur 30, c'est que forcément vous avez de la qualité. Ouais. Donc vous n'arrivez pas comme une... Après, il y a la pression aussi d'un mondial. Souvent, les équipes, elles arrivent surtout pour le premier match. Vous imaginez ce stade de Lusail, vous vous en rappelez, c'est quelque chose de magique. Oui. C'est quelque chose de magique. Et ce jour-là, il restera à jamais, comme l'épopée du Maroc 2022. Nous, ça restera qu'un match.
il restera à jamais dans l'histoire du football saoudien. Un jour férié a été décrété voilà, après cette victoire. On avait vu des images absolument incroyables après sur les réseaux sociaux où il y avait des gars qui arrachaient leurs portes de chez eux. C'est la folie du football. C'est peut-être excessif pour des nations qui ont gagné beaucoup de choses. Mais pour une nation qui a pas encore brillé au niveau mondial, bah c'est un jour venu d'ailleurs. D'ailleurs, vous êtes passé du statut de sorcier blanc à faiseur de miracles. Non, je ne sais pas comment on traduit en arabe. Vous le savez peut-être, Vanessa. Exactement, Mektoub. Oui. Avec des images qui ont fait le tour du monde, celle de votre causerie à la mi-temps de cette rencontre, on re-regarde parce que ça fait plaisir. Do like you guys, huh? Except Salman, because now he can't play, but the other one. Oh, what are we doing here? Saleh. This is a pressing. Pressing doesn't mean you will go high. Mati, last time, Messi at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. كورة مع ميسي انت قاعد to mark him in the middle. تبغى عليه يخرج يروح يغطيه ويضغط عليه. Take your phone, you can make a picture with him if you want. Yes, but no. جوالاتكم وتتصوروا معاه. You are in front of the defense. You have nobody. He's going to follow. روح اتبع وقفل عليه. With ball you are good. بالكورة احنا كويسين. Did you see what you did? شفتوا ايش سويتوا؟ You don't feel something here? ما حسيتوا بشيء الوقت المناسب اللي تضغط فيه وتكسب؟ You don't feel we are able to come back? ما كان عندك احساس اننا نقدر نرجع ونعادل؟ You don't feel it? They play relax. قاعدين نلعب مرتاحين. Come on guys, come on, this is a World Cup. رجاء شباب هذا كاس عالم. Give everything. نعطي كل شيء. When you are at the edge of the box, you are like this. قدام مرمى. Be like this. Be concentrate. ركز وعشان تسجلها لو جاتك الكورة تكون مستعد انك تلعبها وتسجل. Cano was fantastic. So all of them like him. كلنا نحن. Allez, come on. نكون زي يلا حرك نفسك يلا. C'est l'enfer du dimanche. Vous la connaissez, la séquence? Non, mais ça, c'est-à-dire que vous savez que des coachs, des jeunes coachs ou autres, vont prendre cette séquence-là et la montrer à leurs joueurs. C'est forcé, en fait. Petite question avant juste d'en parler. Du coup, il a pris la photo avec Messi ou pas? J'espère pas. Je sais que vous n'aimez pas trop cette séquence-là. Après, vous n'avez pas aimé que ça fasse trop, que tout le monde en parle. Déjà, il y a beaucoup de coachs qui font des causeries comme ça. Elles ne sont jamais diffusées. Oui. Moi, j'ai eu la chance que la causerie soit comme ça et que ça fonctionne. Donc, c'est un concours de circonstances. C'était mon jour, hein, c'était Mektoub ce jour-là. Hein, c'était... Maintenant, la plus belle image, c'est celle-là. Parce qu'en fait, quand je m'assois à côté d'eux, je fais comme ça. Et je veux montrer que quand on baisse la tête, et ça rejoint tout ce que vous avez dit dans ma carrière, moi, je ne supporte pas qu'on baisse la tête. Par contre, le mouvement de se lever, ça vous intéresse? Parce que je me suis levé et je leur ai dit on va tous baisser la tête, puis on n'y retourne pas alors. Quelque part, le message, il est comme ça. On fait quoi? On leur donne le match. On est venu pour faire quoi? On a été joué avant, dans un groupe, avant le groupe dont je vous ai parlé avec le Japon, l'Australie. On a été joué en Palestine, en Ouzbékistan. Donc on a fait tout ça pour se qualifier pour la Coupe du Monde, pour faire ça en première mi-temps. Alors que j'étais persuadé qu'on était capable de faire beaucoup mieux. Donc c'est cette frustration qui, lorsque je les ai vus baisser leur tête, oui, il y a Lionel Messi, le meilleur joueur du monde, 7 fois Ballon d'Or. Mais moi, je ne suis pas là pour faire une photo avec Lionel Messi, hein, je le respecte. Hein. C'est un monument du football, c'est une légende. Mais je ne vais pas au Mondial pour faire une photo avec lui. Hein. En tout cas, on sait que ce profil de meneur, c'est ça qui a intéressé aussi la FFF avec les joueuses de l'équipe de France qui ont... et c'est peut-être ça qui se dégage, on en parlait tout à l'heure, finalement, de la personnalité du groupe. C'est ce qui se dégage aussi de ce groupe-là. Ce sont des joueuses qui ont une grinta.
Elles ont un côté un peu mort de faim. Je pense à Amel Majri notamment, de retour de grossesse, donc physiquement qui est peut-être un peu moindre, mais qui a ce truc-là où elles ont Wendy Renard, Selma Bacha. Moi, quand je regarde Selma jouer, limite, je me dis, elle susurre des gros mots dans l'oreille de l'adversaire en face, et je suis sûre que c'est la vérité. Donc vous imaginez si je la remonte un peu sur le côté. Ah oui, oui, oui. J'espère que ça va fonctionner. Hein. Donc finalement, je sens une compatibilité. Est-ce que vous la sentez, cette compatibilité? Oui, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que vous êtes là? Je ne me suis pas posé la question parce que j'ai ce feeling en moi. Donc, on verra si mon feeling était bon ou pas. Durant cette mi-temps, mon feeling il a été bon parce que j'ai dit vous ne sentez pas qu'on peut revenir? Moi, je sentais qu'il y avait quelque chose maintenant. On n'est pas des magiciens. Hein. On ressent peut-être des choses. Parfois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne un peu moins. L'hypersensibilité, ça aide des fois. Hein. Mais c'est important de ressentir les choses. Ouais. Vous avez aussi marqué d'une pierre blanche votre arrivée, même si Corinne Diacre avait commencé un peu le travail avec la Fédé, notamment sur les derniers mois. C'est l'accueil des jeunes enfants en équipe de France. Et donc, on pense à Amel Majri, qui a été la première, qui est une pionnière à avoir un enfant pendant sa carrière et continuer derrière. Et je voudrais vous remontrer une séquence, en fait. C'était juste avant le Mondial 2019, en janvier 2019. Donc, j'avais fait une émission spéciale avec les filles et on est dans le bus et on parle de maternité. Regardez. Bon, ça fait un moment maintenant qu'on se côtoie. Tu m'avais dit à l'époque qu'à 25 ans, tu arrêtais et tu allais avoir 2 enfants. Je me rappelle, je suis témoin. Elles sont où? À 25 ans, j'ai fini le foot. Ils sont où? Oui, pour l'instant, il n'y a pas les enfants. Ouais, c'est vrai qu'avant, je m'étais fait des projets, des plans de vie. Et en fait, je me suis rendu compte que par la suite, ça ne servait à rien. Il faut vivre au jour le jour. Et c'est vrai que je m'étais projetée avec 2 enfants. Bon, déjà, je suis mariée, c'est bien. J'ai réussi 1 sur 2. Mais du coup, c'est pareil, la question des enfants, des fois, ça vous... Parce que c'est vrai qu'on a une horloge biologique, en fait. Ouais. Donc, il y a un moment donné où on y pense... Mais vous, dans le sport, c'est... Dans le sport, quand t'es une fille, c'est plus compliqué. Donc, après, il y a des pays, nous, on a déjà joué contre des filles, elles avaient des enfants et elles reviennent après en sélection. Et aux États-Unis, on voit ça beaucoup. Mais c'est ancré dans la mentalité. Dans leur mentalité. Ouais. C'est la fédération qui les aide, ils font venir des nounous. En fait, les filles, elles sont quand même concentrées que sur le foot. Et quand elles partent à l'entraînement, il y a une nounou qui garde leurs enfants. Donc, tout est pensé pour qu'elles puissent le faire. Et nous, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Et... Là, tu te lances dans l'inconnu, parce que tu sais pas comment ça va être pris, tu sais pas si, au contraire, tu vois, ils vont te dire oui, tu sais, ils vont peut-être te mettre sur le côté, ou tu sais pas, en fait. C'est une séquence qui est très touchante. Moi, en tout cas, qui me touche beaucoup en étant maman. Et à l'époque, on sentait l'envie d'Amel, Eugénie aussi, mais ce frein, en fait, cette peur. Vraiment, le mot, c'est vraiment ça, peur, en fait. Mais il ne faut pas qu'elles aient peur. Il faut qu'aujourd'hui, une femme, elle puisse mener et à la fois sa vie de maman et sa vie de sportive de haut niveau. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, il est inconcevable qu'en 2023, on ne puisse pas concilier les deux. Il y a suffisamment de choses et de structures adaptables pour pouvoir faire en sorte qu'une sportive de haut niveau, elle puisse... Alors bien sûr, il va y avoir une petite interruption, une remise à niveau athlétique, mais vous avez cette capacité... Qui n'est pas facile, il faut le préciser. Non, mais vous avez cette capacité à revenir assez vite. On voit parfois des femmes qui prennent 20 kilos après une grossesse et puis qui, en 2 mois, refont du sport, retrouvent pratiquement la ligne. Ça dépend des morphologies, bien sûr, mais c'est des sportifs de haut niveau, ça revient vite. Donc il faut qu'elles le fassent. Après, celles qui décident de mener leur carrière et d'avoir un enfant après, c'est un choix, il n'y a pas de souci. Mais si Amel, comme cet exemple le montre, avait décidé, si elle peut en avoir un deuxième, qu'elle le fasse. Et pour moi, il est inconcevable de se passer d'une joueuse, même si elle a son enfant avec elle. C'est quoi votre plan, votre rêve à vous? Est-ce que vous en avez déjà un plan de carrière? Non, j'ai pas de plan de carrière. Un rêve? Le rêve, c'est de gagner des titres.
d'en gagner d'autres. Et c'est ce qui me fait rêver le plus, c'est ces émotions que ça procure. Et aujourd'hui, je suis rentré dans un cadre, je dirais une mission où je me consacre au football féminin. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être que ça durera longtemps, peut-être que ça durera moins longtemps. Mais je vais tout faire pour ces filles et me battre pour elles parce que je pense qu'elles le méritent. Je pense qu'il y a plein de qualités, il y a plein de... Justement, on ressent beaucoup d'émotions en discutant avec elles, en partageant des choses. Je vais vous faire une confidence. Hier, Ada Egerberg, qui est quand même ballon d'or féminine, elle passe dans le couloir, je la connais, je l'ai rencontrée 2 fois, je crois. Elle me serre dans ses bras. Alors, bien sûr, elle venait de gagner, tout ça, mais elle ne se prend pas pour une autre. Elle n'a pas un ego surdimensionné. Le football féminin reste un football, on va dire, nature. Un football qui se rapproche un peu de ce qu'on vit quand on est dans le milieu amateur. On en vient tous, hein. Quand on joue jusqu'à 16-17 ans, on est footballeur amateur, hein. On n'est pas encore professionnel. On passe par des clubs qui sont des clubs moindres. Pour certains, d'autres font toute une carrière dans un club très élevé, mais moi je suis passé dans des clubs amateurs et beaucoup de professionnels sont passés dans des clubs amateurs où il y a cette chose-là. Et je retrouve ça dans le football féminin et c'est une fraîcheur qui me... Je sais pas, ça me fait du bien. Donc je vais tout faire pour faire avancer les choses à ma petite échelle et parce que je pense vraiment qu'elle le mérite. Ouais. Des nouvelles du coup d'un diffuseur pour cette Coupe du Monde? Parce que pour le moment, on parle de quelque chose qui ne sera pas à la télé en France. On rappelle que le mondial, c'est du 20 juillet au 20 août, avec une date qui est donc est différente de d'habitude. On voit beaucoup plus au mois de juin, c'est plus facile pour des diffuseurs. Et un montant aussi demandé par la FIFA qui est nettement supérieur à ce qui est d'habitude et un décalage horaire. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre ce commentaire dans son contexte. C'est pas un problème des diffuseurs, c'est un problème de la FIFA qui est trop demandeuse, on va dire, au niveau des droits. Mais je suis sûr qu'un consensus va être trouvé. C'est un peu le jeu du chat et la souris pour l'instant. J'espère que tout le monde va y mettre du sien parce qu'il faut absolument que cette Coupe du Monde soit retransmise en France. Et je suis persuadé qu'elle le sera. Maintenant, est-ce qu'on peut aujourd'hui tabler aussi haut pour le football féminin? Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas dans le marketing, je ne suis pas dans les instances de la FIFA et celles de la fédération pour décider de ce côté-là, mais c'est important. Et puis le prétexte de 12 heures, vous savez, quand vous aimez le football, à 12 heures, vous êtes réveillé, vous avez envie de regarder. Je me rappelle, j'ai regardé ma première Coupe du Monde masculine, c'était en 1978. C'était des matchs très tard, j'avais pas le droit, mais je faisais tout pour regarder. Je sortais de ma chambre, je me cachais dans un coin, mais je regardais les matchs. Hein. Donc quand on est des vrais passionnés, il y en a des millions, ils regarderont le football à midi si on fait en sorte qu'ils aient envie de regarder. 10h et midi, hein, voilà. Donc en vérité... Si on fait en sorte qu'ils aient envie de regarder, ça dépend de nous aussi. Le storytelling, effectivement, valoriser et rendre le produit attrayant. Merci beaucoup Hervé Renard d'avoir été avec nous. Sachez que j'ai proposé mon PEL hier à la ministre, donc je fais aussi... Bon, après, il n'y a plus rien dessus, mais... D'accord. On ne reste pas beaucoup. Mais voilà, chacun faisons une petite pierre. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on vous souhaite une bonne chance, vraiment, de tout cœur. Voilà, super. On vous suivra attentivement.